Docteur Percheron, je crois que nous sommes en plein cœur de l'Inde. Nous sommes plutôt, oui, nous sommes géographiquement à peu près dans le cœur de l'Inde, dans le centre, tout au moins de l'Inde du Nord, mais nous sommes surtout au cœur du pays musulman. Alors, voici Fatehpur Sikri, qui est une ville située sur la Jumma, affluent du Gange, et une des trois rivières saintes de l'Inde, rivière sacrée de l'Inde, et qui a été fondée par les grands Moghols. C'est une véritable forteresse que nous voyons en ce moment. Prodigieux. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette ville, qui est, mon Dieu, pas trop mal conservée, est vide. Oh, c'est inouï. Comme si un jour, les habitants étaient partis, n'avaient rien laissé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et pour quelle raison, on ne sait pas? Révolution de palais, les grands Moghols, il y a eu des dissensions à la cour des grands Moghols, ils se sont remplacés les uns les autres, et ce Fatehpur Sikri, qui était une des capitales, a été abandonnée par le successeur d'un grand Moghol qui avait disparu. Et depuis, personne n'a eu l'envie de revenir? Non, c'est conservé. Ça s'est conservé, ça a à peu près été respecté par le temps, par les hommes. Vous voyez quelques musulmans qui viennent là, la mosquée est encore fréquentée, et voilà un tombeau d'un des grands Moghols. Ou plutôt, c'est, je crois, le tombeau d'une femme, parce qu'il était plat, il n'avait pas de prisme sur la dalle supérieure. Ah bon, les femmes n'ont pas droit à un prisme? Les femmes n'ont pas le droit à un prisme, c'est ce qui différencie les tombeaux. C'est une construction extrêmement solide. Ouh, ça a défié des sièges homériques. Des sièges des siècles. Et c'était très décoré, comme vous voyez, c'est le style indien musulman, oui, qui est tout à fait caractéristique. 16e siècle. Oui. 16e siècle. C'était la grande époque musulmane. Et ça a dû être construit pierre par pierre, bien entendu. Vous voyez des femmes musulmanes, ça c'est une chose tout à fait étonnante. Elles sont vêtues, par-dessus leurs vêtements, d'un long suaire blanc qui leur tombe jusqu'aux pieds et qui est accroché à une couronne sur la tête avec deux ouvertures ovales devant les yeux, grillagées de laine verte. C'est épouvantable à voir, c'est spectral. Et pourquoi? C'est une mode? Ah non, la femme ne doit pas montrer son visage. Et vous apercevez à peine derrière un éclair brun, quelquefois ça doit être de très jolies femmes, mais ne les regardez pas trop près ou vous attirerez un mauvais coup d'œil de l'homme qui est à côté. Oui, moi je pourrais, de toute façon. Vous pouvez, c'est tout à fait différent, vous avez les grâces d'État. Voilà quelque chose que nous allons retrouver tout à l'heure, c'est cette décoration d'incrusté de marbre blanc, et d'incrustation là de marbre sur marbre. Voyez-vous, marbre sur noir sur marbre blanc et marbre gris. C'est ravissant. C'est très fin, le Et alors cette... regardez ça, c'est exquis. C'est fait avec des pierres de couleur au Taj Mahal. On voit des fleurs, la grandeur d'une fleur naturelle, un œillet, par exemple une anémone, qui est formée de, j'en ai compté une fois sur une, 35 petites pierres différentes pour faire une fleur. Vous voyez tout de même aussi des Indiens et des Indiennes, parce que bien que ça soit musulman, c'est l'Inde. Ah, et voilà. Voilà un des tombeaux d'un des grands Mongols, le grand Moghol. Plutôt, je crois que c'est le tombeau d'un de ses premiers ministres, celui-là. Mais voilà le Taj Mahal. Taj Mahal. Vous êtes plein de respect, n'est-ce pas, pour ce Taj Mahal? Ah, plein de respect, plein d'amour aussi. Je pourrais l'appeler le tombeau d'une infante défunte. Oui. Bien que ce ne fût pas une infante, c'était la favorite, la deuxième ou troisième épouse de Shah Jahan. Shah Jahan, qui a été un des plus grands Moghols, et qui aimait tellement cette favorite qu'il lui avait donné, je crois que c'est 10 fils, qu'il a voulu élever le plus beau monument funéraire. Et il y est parvenu. Voilà, cette grande coupole est le symbole de la maternité. Oui. Alors, elle se détache au-dessus de cette porte monumentale, à laquelle on accède par des escaliers. En bas des escaliers, tout le monde laisse ses chaussures, parce que nous entrons tout de même dans un édifice musulman, et puis surtout aussi pour ne pas abîmer les marbres. Ce serait vraiment un crime d'abîmer ces beaux marbres. Et ces 4 minarets que nous reverrons tout à l'heure, je vous propose une expérience, c'est de la main, de les cacher. À droite et à gauche. Oui, cachons. Et la coupole, à ce moment-là, n'est plus équilibrée. Il faut cette liaison entre cette coupole centrale et le paysage. Et ça fait 4 minarets. C'est extraordinaire d'avoir compris ça. C'est un architecte qui s'appelait Muzaffar Mohammed ad-Din, qui en 1640 est venu du Khwarezm, c'est-à-dire la l'Afghanistan actuelle, pour construire ce magnifique tombeau. Alors, Shah Jahan avait eu l'idée de lui-même reposer à côté de sa favorite, en face, de l'autre côté, le Jumma. Et il avait fait construire un autre tombeau semblable, un peu plus grand simplement parce qu'il était Shah et que l'autre n'était que favorite.
Mais la mort est arrivée avant que ça ne soit tout à fait fini. Ah. Alors, on a laissé ce tombeau-là, on n'a pas achevé le pont de marbre blanc qui devait unir l'un à l'autre en passant dessus d'Al-Juma, et il a demandé à reposer aux côtés de Mumtaz Mahal. Il y a Voilà des érables. des arbres admirables aussi. Il y a alors plein de petits perroquets verts, des espèces de grandes perruches avec une très longue queue de 30 ou 40 cm, qui jacassent, qui font un bruit. Et alors ces beaux miroirs d'eau dans lesquels se reflète le Taj Mahal, qui est aussi beau le matin que le soir. On dirait qu'il est en marbre blanc. Il est en effet en marbre blanc, mais il est toutes les couleurs. Il est tantôt vert, tantôt bleu, tantôt rose, tantôt or. Il rutile comme de l'or. Oui, il reflète en fait tout ce qu'il a. Il accroche toutes les lumières de toute la journée. Je ne connais que le Parthénon à l'Acropole qui soit capable de se transformer comme le Taj Mahal. Mais je crois que c'est une des choses que vous préférez en ce monde. C'est Oui. une des plus belles choses. Quand on va dans l'Inde, je dis il y a deux choses qu'il faut voir dans l'Inde. Bénarès et le Taj Mahal. Ça vaut la peine de faire le voyage. Oui, je comprends. Même simplement en noir et blanc, c'est assez impressionnant, assez émouvant même. C'est très émouvant. Et alors, le Shah avait fait venir, pour décorer, des céramistes italiens qui ont formé les Indiens, les artistes indiens, pour les incrustations. Là, vous voyez les versets du Coran en noir sur blanc. Oui. Et alors, à l'intérieur, sur les tombeaux, sur les colonnes, ce sont des incrustations de pierres précieuses, de couleur, la calcédoine, l'aigle marine, même des rubis à certains endroits. Et qui sont tellement bien rasés à la surface que même sur des surfaces comme vous pouvez passer l'ongle, jamais vous n'y accrocherez quelque chose. Oh, c'est extraordinaire. Ah, c'est prodigieux. Et tout ceci est en marbre sculpté. Et tout ceci a été construit du vivant de cette Du vivant, favorite. du vivant. Alors à l'intérieur, au centre, sous la coupole centrale, est le tombeau de Mumtaz Mahal. Oui, il lui a offert un magnifique joyau Et, en fait. c'est extraordinaire. Et alors à côté, il a mis son tombeau, il n'a pas mis au centre, il l'a mis à côté parce qu'il est mort après, il n'a pas voulu déranger. Mais ce ne sont que des cénotaphes. Les deux tombeaux sont en dessous. Exactement la réplique de ceux qu'on voit dans la salle centrale. Et sur celui du Shah, on avait posé à la hauteur de sa tête un énorme diamant. Oui. J'ai vu l'enfructuosité de 3 cm de diamètre, mais qui a été décellé un jour. Et on ne sait pas par. Alors entre les 4 minarets, tout autour de la coupole centrale, il y a une grande terrasse dont on domine tout le paysage. Le paysage, je dois dire, n'est pas très beau. Il est un peu plat. C'est la grande plaine alluvionnaire de la Djouma, vous voyez. Assez sablonneux. On pense que cette Djouma a dû autrefois avoir un cours beaucoup plus large, ou alors se déplacer, avoir certains cours les uns à côté des autres, et puis tout s'est unifié. Mais nous allons la voir tout à l'heure dans son lit actuel. Elle passe devant la ville d'Agra, qui est à 7 km, et elle longe le Taj Mahal. Puis alors elle s'en va ensuite se jeter dans le Gange à Allahabad. C'est vraiment une vision extrêmement reposante. Ces jardins sont magnifiques et les pelouses, sur les pelouses ont été disposés des massifs de buis qui représentent des versets du Coran. Il faut voir le Taj Mahal aussi de nuit. En nuit de mai, lorsque la lune se reflète derrière la coupole centrale et dans l'alignement, dans l'axe exactement des miroirs d'eau. Oui, c'est assez extraordinaire, une vision. Ce sont très beaux jardins qui sont très bien entretenus. Il y a beaucoup de piété, vous savez, en Inde, pour le passer. C'est un pays qui se nourrit. Ça, c'est un vautour, là, qui vient de passer. Oui. Il y en a beaucoup. Ils font la voirie. Oui, c'est assez commode. Puis ceux-là ne sont jamais en grève. Autrefois, ces coupoles que vous voyez là-haut étaient surmontées du croissant en or. Oui. Mais ce n'est plus que du cuivre doré, car cela aussi A disparu. a été pillé. C'est un manque de respect effrayant. Oui, on n'a pas abîmé trop, vous voyez, tout de même. C'est admirable proportion. Une réussite étonnante. Et cette belle porte comme elle est simple. Mais c'est justement, c'est ce que je remarquais, cette simplicité extraordinaire qui donne une impression étonnante d'équilibre et qui apporte le repos. Je crois que c'est ça. Et alors le détail de l'incrustation ne gêne pas.
On ne le voit pas, vous comprenez, il faut s'approcher dessus pour le voir, Oui, ce n'est mais pas- il ne nuit aucunement, il ne surcharge aucunement Non, ce l'édifice. n'est pas criant du On tout. ne le voit pas. Non, non, ça, on ne le voit pas. Ça donne simplement des reliefs plus clairs ou plus foncés. Tenez, voilà un rapalmis, c'est un petit écureuil. Oh, Ils il est sont rapide. vifs comme des souris, et ça, ce sont des corneilles. Une corneille très, Tiens. oui, très Je savais pas qu'il y avait des familière, elle corneilles se là-bas. perche. Elle est un peu mordorée, elle se perche sur vos épaules et elle vous donne des petits coups de bec dans la nuque. C'est une familiarité pour vous dire, mon Dieu, nous sommes amis, hommes et animaux. bêtes. Oui, nous sommes amis en Inde. Ce qui est vrai, du reste. Il y a toujours des visiteurs, Toujours inlassablement. des visiteurs, je vous dis, naturellement beaucoup de musulmans, mais les Indiens viennent et il y a cette espèce de tolérance mutuelle. Ça, c'est de la sculpture sur les marbres. À côté, il y a d'autres monuments dans une enceinte qui entoure le Taj Mahal, et ceci c'était la mosquée. Enfin, c'est devenu une mosquée, mais ça avait été le tombeau du barbier de Shah Jahan. Ah, Un barbier qui était un peu comme le barbier de Louis XI, Ah oui. c'est-à-dire de ses éminences grises, presque Premier ministre. oui. Et cette eau Et voilà la Djouma. La Djouma qui vient du Tibet, qui coule sensiblement parallèle au Gange et qui se jette dans le Gange, ou plutôt dans la Ganga, puisque Dans la c'est Ganga. féminin. C'est féminin. Eh bien, je crois que c'est là, docteur, que nous allons achever ce merveilleux voyage, grâce à vous. Et je vous en remercie infiniment. Yann Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours du docteur Percheron et de Solange Péter. Montage Pierre-Michel Ray, son Annick Védy, script Nathalie Muret, illustration sonore Denise Glaser.